Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. L'institution cause d'une certaine violence. 38. D'après Stanislas Tomkiewicz, la violence institutionnelle peut être définie comme toute action commise dans ou par une institution, ou toute absence d'action, qui cause à l'enfant ou à la personne vulnérable une souffrance physique ou psychologique inutile et ou qui entrave son évolution ultérieure. Cette approche est particulièrement large et l'impression de flou qui s'en dégage ne peut convenir aux juristes. Effectivement, comment appréhender une violence commise par une institution ? Qu'est-ce qu'une souffrance utile ou inutile ? Comment évaluer l'évolution ultérieure de la victime ? Comme le souligne l'UNAPEI, la violence institutionnelle est un phénomène à la fois individuel et collectif, qu'il est malaisé de définir tant cette démarche dépend directement des critères utilisés, du seuil fixé pour les atteintes justifiées ou tolérées, de l'intentionnalité des attitudes en cause et des effets observés sur la victime. 39. Le législateur ne peut avoir la même appréhension de la violence que les acteurs du secteur social et médico-social. La nécessité de dégager des critères objectifs d'incrimination s'impose à lui, et un décalage peut se faire jour entre la violence vécue par la victime et celle qui est prévue et sanctionnée par le droit pénal. À la subjectivité de la première, s'oppose l'objectivité de la définition légale. Toutefois, le Code pénal propose une approche plurielle de la violence. En effet, tantôt il l'incrimine comme une infraction autonome, tantôt il l'envisage au titre d'élément constitutif d'une infraction distincte. De surcroît, nombreux sont les comportements désignés comme violents par les victimes que le législateur réprouve sans pour autant employer à leur égard le terme de violence. La répression pénale se fait alors par le biais d'une incrimination différente. La notion de violence apparaît donc plurielle. Il importe de commencer par en cerner les limites et par distinguer parmi les atteintes portées à la personne mineure ou vulnérable, celles qui visent plutôt son intégrité physique, de celles qui attentent essentiellement à son intégrité psychique. Peut-on raisonnablement considérer qu'elles participent toutes de la notion générique de violence ? 40. L'appréhension subjective de la violence est grandement conditionnée par le contexte de sa commission, notamment par les qualités qui caractérisent ses acteurs. Une victime particulièrement vulnérable se trouvera d'autant plus démunie face à la violence subie que celle-ci lui sera imposée par une personne qui a autorité sur elle. Il convient donc de s'interroger sur les moyens mis en œuvre par le législateur pour prendre en compte ces circonstances, et sur l'appréciation qui en est faite par les juges. Le cumul de ces circonstances ouvre-t-il des perspectives particulières ? Quelle est l'influence du rapport d'autorité-vulnérabilité sur la qualification des actes violents ? Lorsque l'institution est à l'origine de la violence commise, celle-ci présente essentiellement deux visages. La personne vulnérable qui s'y trouve prise en charge peut être atteinte dans son intégrité physique, titre 1, ou dans son intégrité psychique, titre 2. Titre 1er. Les atteintes à l'intégrité physique de la personne vulnérable. 41. Deux types d'attitudes sont susceptibles de porter atteinte à la personne déjà fragile dans son intégrité physique. Il s'agit des violences et des privations de soins ou d'aliments. Si ces deux comportements étaient naguère incriminés par la même disposition du Code pénal, ils sont aujourd'hui clairement distingués. L'approche qu'en a notre droit a-t-elle pour autant été fondamentalement bouleversée ? Sous l'empire de l'ancien Code pénal, seuls les mineurs de 15 ans bénéficiaient d'une protection particulière en cas de privation ou de violence habituelle. Cette protection a-t-elle été étendue aux personnes particulièrement vulnérables ? Les régimes répressifs des violences et des privations apparaissent-ils équivalents ? L'autorité de leur auteur exerce-t-elle une influence sur la constitution de ces infractions, ou sur leurs sanctions ? Finalement, une synonymie est-elle raisonnablement envisageable entre la violence et les atteintes portées à l'intégrité physique de la victime vulnérable ? À cet ensemble de questions, nous tenterons de répondre en envisageant successivement les atteintes positives directement portées au corps de la victime, nommées violences par le législateur, chapitre 1er, et celles dont l'action sur le corps semble plus indirecte, que nous qualifierons de négatives, dans la mesure où elles n'impliquent pas un contact physique entre l'auteur et sa victime, les privations de soins et d'aliments, chapitre 2.
Chapitre 1 Les atteintes positives. La force sans la justice est tyrannique. Pascal, on peut rêver d'un monde où serait bannie toute violence. Il serait déjà très remarquable que les hommes acceptent de dénoncer et rejeter toute violence. Injustifiable. J. Verhagen. 42. Le nouveau code pénal a consacré aux infractions dites de violence, ses articles 222 à 7 à 222 à 16. Elles appartiennent à la catégorie générale des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, qui font l'objet de la section I du chapitre I intitulé « Des atteintes à la personne humaine ». Les rédacteurs du Code ont choisi le terme de « violence » pour qualifier les agissements que les articles 309 à 312 désignaient sous les expressions « coup »,« violence » et « voie de fait ». Comme par le passé, il est tenu compte essentiellement des conséquences de l'infraction et peu de modifications ont été apportées aux éléments constitutifs proprement dits. Ainsi, tombent indiscutablement sous le coup de la loi non seulement des actes qui génèrent un contact entre l'agresseur et sa victime, mais encore de nombreux agissements qui n'impliquent aucun contact entre eux, mais qui peuvent impressionner fortement la personne visée au point de lui causer un véritable choc émotionnel ou un trouble psychologique. 43. Néanmoins, une nouvelle incrimination sanctionne spécifiquement les violences habituelles commises sur les mineurs de 15 ans ou les personnes particulièrement vulnérables. Il est donc nécessaire d'effectuer une distinction. Ainsi, lorsque des cheveux ou des oreilles sont trop facilement tirés, en cas de gifle ou de coup, de ligotage, de brûlure, d'administration de douche froide ou d'enfermement dans un placard, les actes commis pourront être tantôt qualifiés de violence, tantôt de violence habituelle. Dans un premier temps, nous nous attacherons donc à effectuer une distinction entre ces deux incriminations pour établir les critères qui président à la qualification des violences, section 1. Le choix de la qualification et l'opportunité de la sanction pénale dépendront, pour une large part, de l'appréciation par le juge des circonstances qui entourent l'acte et de son éventuelle légitimité. Il sera donc nécessaire d'analyser les faits justificatifs susceptibles de faire obstacle à l'établissement de la qualification, section 2. Section 1. La qualification des violences. 44. Nombreux sont les auteurs qui considèrent que le nouveau code pénal a laissé inchangés les éléments constitutifs des violences, et que seuls les termes et la liste des circonstances aggravantes ont été modifiés. Pourtant, la rédaction des articles 222 à 7 à 222 à 14 diffère sensiblement de celle de l'ancien article 312 du Code pénal. La lecture de ces articles laisse clairement apparaître des éléments de distinction au niveau de l'incrimination, paragraphe L, mais elle révèle dans le même temps que la voie d'une possible assimilation en termes de sanctions a été ouverte par le législateur, paragraphe 2. Paragraphe 1 Les éléments de distinction. Selon le type de violence commise, la qualification adéquate dépendra non seulement de leur caractère circonstancié, A, mais encore de la qualité des acteurs impliqués, B. A. Le caractère circonstancié des violences. 45. En cas de violence occasionnelle, les articles 222 à 7, 222 à 9, 222 à 11 et 222 à 13 du Code pénal utilisent, sans le définir, le terme de violence. La seule distinction introduite quant à l'acte commis n'intéresse pas le moyen utilisé par l'auteur ou le mode de commission choisi par lui, mais elle est entièrement contenue dans le résultat obtenu. Selon que le ou les actes de violence auront entraîné pour la victime une mort non intentionnelle, une mutilation ou une infirmité permanente, une incapacité totale de travail de plus ou moins de 8 jours, ou encore en l'absence de toute incapacité de travail, la violence perpétrée pourra être juridiquement qualifiée au regard des articles 222 à 7, -9, -11 ou 222 à 13 du Code pénal. La liste des circonstances aggravantes prévues par le législateur demeure quasiment invariable, quel que soit le type de violence envisagée tant que l'on ne s'éloigne pas du domaine des violences occasionnelles. Dans cette hypothèse, le résultat de l'infraction doit donc être pris en compte au titre des éléments constitutifs de l'incrimination. 46. En revanche, le législateur a adopté une démarche notablement différente lorsqu'il a prévu les violences habituelles. Il est vrai que l'article 222 à 14 du Code pénal demeure aussi sobre que les précédents sur la teneur des violences. Incontestablement, il maintient la graduation des peines en fonction du résultat des violences. Néanmoins,
Il introduit, outre la condition préalable tenant à la qualité de la victime, de nouveaux éléments constitutifs pour cette infraction spécifiée. En effet, l'article 222-14 érige en élément constitutif de l'incrimination le caractère habituel des violences. Il faut reconnaître que le travail du législateur pour aboutir à cette nouvelle disposition manque de précision et donne l'impression que le hasard a été plus déterminant que la volonté délibérée de créer une incrimination particulière. De fait, la formulation a varié, balançant entre les violences habituelles, sont punies de, et l'infraction définie à l'article, est punie de lorsqu'elle est commise de manière habituelle. L'adoption de la formule initialement proposée a été présentée comme une modification de pure forme par le rapporteur de la commission devant le Sénat. La question de la qualification de la circonstance d'habitude, circonstance aggravante ou infraction spécifiée, n'a été soulevée à aucun moment, et les débats précédant le vote de l'article 222-14 ont été réduits à leur plus simple expression. Malgré tout, non seulement la différence rédactionnelle existant entre les articles 222-7 à 222-13 et l'article 222-14 est patente et met en évidence une diversité d'approches, mais encore la circulaire explicative du 14 mai 1993 fait une distinction claire entre les violences habituelles, désormais spécifiquement réprimées 218, et les violences proprement dites, qu'elle qualifie encore de violences au sens strict. En cas de violence commise sur des mineurs de 15 ans ou des personnes vulnérables, l'habitude n'est donc plus constitutive de la circonstance aggravante initialement prévue dans l'article 312 du Code. En réformant le Code pénal, le législateur a fait des violences habituelles une infraction spécialement prévue, distincte des violences ordinaires et dotée d'un régime propre. Il s'agit donc désormais d'une infraction spécifiée. C'est pourquoi, la Cour de cassation a précisé que le caractère habituel n'a pas à faire l'objet d'une question distincte de celle qui est relative au fait principal. En revanche, quelle que soit la fréquence des violences perpétrées sur toute autre victime qu'une personne particulièrement vulnérable ou qu'un mineur de 15 ans, la circonstance d'habitude n'étant prévue ni au titre des éléments constitutifs de l'infraction, ni au nombre des circonstances aggravantes, elle ne pourra influer sur la qualification des violences. Au-delà des circonstances matérielles présidant à la commission des violences, la détermination des personnes impliquées dans la réalisation sera décisive pour la qualification retenue. B. La détermination des acteurs de la violence. 47. Un acte violent met nécessairement en présence un agresseur et sa victime. Selon que la violence envisagée sera occasionnelle ou habituelle, la qualité de ces personnes sera indifférente, ou au contraire déterminante pour la qualification. Ainsi, il est tenu compte de la qualité particulière de la victime, mais cet élément a des répercussions différentes selon le type de violence exercée. 1. L'autorité de l'auteur n'est quant à elle explicitement envisagée par le législateur que dans les dispositions qui sanctionnent les violences occasionnelles. 2. 1. La vulnérabilité de la victime. 48. Les violences occasionnelles ne voient leur incrimination varier qu'en fonction du résultat qui leur est attaché. Toute autre circonstance demeure étrangère aux éléments constitutifs. La vulnérabilité de la victime, comme les autres circonstances liées à la qualité des personnes impliquées ou au contexte de la commission de l'acte, ne présente d'intérêt que pour fixer le quantum de la peine puisque le législateur l'a mentionné au nombre des circonstances aggravantes. C'est pourquoi, s'il est nécessaire que les violences soient dirigées contre une personne, son identité et ses caractéristiques importent peu. L'erreur sur la personne n'est par conséquent pas prise en considération. Comme le souligne un auteur, il n'est même pas nécessaire que la victime soit identifiée et nommée du moment qu'elle existe. Chacun peut être victime de violences, mais la minorité de 15 ans ou la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une déficience physique ou psychique, si elle est apparente ou connue de l'auteur, sont des circonstances aggravantes en présence desquelles la loi alourdit de façon significative la peine encourue. 49. Au contraire, les violences habituelles incriminées à l'article 222-14 du Code pénal ne peuvent être commises qu'à l'encontre de mineurs de 15 ans ou de personnes particulièrement vulnérables. Dans cette hypothèse, la violence vise un type de victime déterminé et le juge doit vérifier l'existence de cette condition préalable,
faute de quoi la qualification de violences habituelles ne saurait être retenue. Le législateur présume qu'une personne ne se trouvant pas dans une situation de faiblesse particulière est en principe capable de faire face à la violence qu'elle subit pour éviter qu'elle ne s'inscrive dans un processus répétitif au point de devenir habituel. Il n'envisage donc la circonstance d'habitude qu'au titre des éléments constitutifs d'une violence particulièrement lâche, celle visant l'individu qui n'a aucun moyen de s'en protéger, le jeune enfant et la personne dont l'auteur connaît parfaitement la particulière vulnérabilité. Une fois encore, deux logiques s'opposent à travers deux types d'incrimination aussi particulières que complémentaires. L'autorité de l'agresseur, facteur d'appréciation du caractère connu de la vulnérabilité de la victime, n'a pas été mentionnée comme telle dans les dispositions légales. 2. L'autorité de l'auteur. 5 ans. Cette circonstance particulière est inscrite depuis plus d'un siècle dans le Code pénal. En effet, depuis la loi du 19 avril 1898, l'ancien article 312 de ce code incriminant à la fois les blessures, les coups ou les voies de fait, à l'exclusion des violences légères commises contre un mineur de moins de 15 ans, et les privations de soins ou des aliments, prévoyait une aggravation de peine si les coupables étaient les pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde. L'approche de la circonstance d'autorité a évolué en même temps que l'incrimination même des violences. Lors de la première lecture du projet de loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, les députés, soucieux de renforcer l'autorité paternelle en proclamant le droit du père à gifler et à fesser son enfant, à condition que celui-ci se contente de prodiguer des violences légères, avait refusé d'envisager le rapport d'autorité existant entre l'auteur et sa victime de moins de 15 ans comme une circonstance aggravante. Un tel rapport, bien au contraire, devait protéger l'auteur des violences légères de toute poursuite et demeurer indifférent en cas de violences graves. Heureusement, un amendement, déposé par M. Bonnefou à l'occasion de la première lecture devant le Sénat, a permis de réintroduire la circonstance aggravante d'autorité en cas de violence commise sur un mineur de 15 ans. Le débat sur la légitime fessée paternelle ayant cédé la place à celui sur les bourreaux d'enfants, la mention de l'autorité de l'agent violent comme circonstance aggravante en présence de coups portés à un mineur de 15 ans s'est définitivement imposée sans que nul ne songe à en contester l'opportunité. 51. Le projet de loi portant réforme des dispositions du Code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes envisageait d'aggraver la peine sur le constat d'un rapport d'autorité dans deux séries d'hypothèses. La peine prévue en cas de torture ou d'acte de barbarie y était alourdie lorsque celle-ci était commise par un fonctionnaire ou un agent public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La sanction des violences devait quant à elle être aggravée lorsque l'auteur était un ascendant de la victime ou une personne ayant autorité sur elle ou abusant de l'autorité conférée par ses fonctions. L'autorité était donc envisagée comme résultant tantôt des prérogatives liées à l'autorité parentale, A, tantôt de la puissance publique, B. A. L'autorité, prérogative privée. 52. Dans les dispositions du projet de réforme du Code pénal relative aux violences, les termes qu'est père et mère, ou toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou chargée de sa garde, avaient été remplacés par l'expression, par un ascendant 234, ou par une personne qui a autorité sur elle ou qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Ce faisant, le législateur se proposait non seulement de retirer de la loi pénale une expression désormais mal aimée dans la législation civile, le terme garde a été retiré de la loi concernant l'autorité parentale en cas de divorce dès 1987, mais encore d'élargir le domaine de la circonstance aggravante que ce soit au sein ou hors de la famille. Cet élargissement laconique prévoyant un abus de fonction était susceptible de viser tant l'abus d'une autorité dévolue à des particuliers et fondé par exemple sur un rapport éducatif, par exemple des éducateurs, que celui d'une autorité attribuée à des fonctionnaires ou autres personnes chargées d'une mission de service public. La Commission des lois du Sénat, soucieuse de préciser et de cibler davantage le champ de cette autorité, proposa de la limiter aux confins de l'autorité parentale et de l'autorité de fait découlant de la prise en charge effective de mineurs.
Considérant à juste titre que l'expression « toute autre personne ayant autorité sur la victime » couvrait la notion de personne chargée d'exercer à son égard l'autorité parentale, l'Assemblée nationale a finalement simplifié l'énoncé de cette circonstance aggravante en supprimant cette dernière expression. 53. L'autorité visée à l'avant-dernier alinéa des articles 222 à 8, 222 à 10, 222 à 12 et 222 à 13 du Code pénal participe donc d'une circonstance aggravante complexe combinant le fait que les violences sont exercées sur un mineur de 15 ans, et qu'elles le sont par un ascendant ou une personne ayant autorité sur lui. Il est intéressant de noter que cette circonstance d'autorité, pendant tous les travaux préparatoires, n'a jamais été associée aux violences habituelles. Le législateur a-t-il considéré que le rapport d'autorité existant le plus souvent entre l'agresseur et sa victime se déduit implicitement du caractère habituel des violences ? L'assimilation des personnes particulièrement vulnérables à des mineurs de 15 ans, victimes désignées de cette incrimination particulière, a-t-elle facilité l'exclusion de l'autorité dans cette hypothèse ? L'autorité étant envisagée par rapport à l'autorité parentale, il a certainement été considéré qu'il n'y avait pas lieu de l'associer à la particulière vulnérabilité de victimes majeures, même éventuellement juridiquement incapables et matériellement entièrement dépendantes. En outre, les peines prévues en cas de violence habituelle étant suffisamment élevées, il était sans doute inutile de les alourdir encore au vu d'une circonstance qui, en présence de victimes mineures, aurait été constituée la plupart du temps. 54. Par ailleurs, le fait que la circonstance aggravante d'autorité ait été introduite dans les mêmes termes dans les articles sanctionnant les tortures et les actes de barbarie et les violences, est symptomatique d'un changement profond d'approche concernant ces notions. Admettre qu'une autorité, qui ressort de l'autorité parentale, peut constituer une circonstance aggravante de la torture revient à accepter que cette incrimination ne se limite pas au domaine politique et étatique, mais qu'elle est susceptible d'être commise par des particuliers à leur propre initiative. À cette privatisation de la torture correspond une prise en compte plus large des violences commises par les dépositaires de l'autorité publique. B. L'autorité, prérogative de puissance publique. 55. Dans le projet de réforme du Code pénal, la circonstance aggravante tenant dans la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, n'était prévue qu'en cas de torture ou d'acte de barbarie, nullement en présence de simple violence. Le rapport Peset a proposé d'harmoniser la rédaction des circonstances aggravantes avec celles retenues en cas de torture, ce qui a conduit, dans un mouvement de balancier, à la fois à introduire la qualité de fonctionnaire ou d'agent public au nombre des victimes bénéficiant d'une protection particulière, mais aussi à les inscrire sur la liste des auteurs plus lourdement sanctionnés, alors que le projet initial ne prévoyait que la protection liée à cette qualité. La rédaction finalement retenue tient compte de celle utilisée dans le livre 4 pour désigner d'un terme générique les fonctionnaires et les agents publics. Il s'agit d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Cette circonstance aggravante, fondée sur l'autorité dont l'auteur se trouve nanti du fait de son statut, vise cette fois l'abus d'une prérogative de puissance publique. Les représentants de l'État, s'ils bénéficient légitimement d'une protection particulière et d'une autorité découlant de leur statut, doivent s'en montrer dignes. L'abus d'une telle prérogative est donc sanctionné de façon significative. Cette cause d'aggravation est reprise du droit antérieur. En effet, l'ancien article 186 du Code pénal réprimait déjà les violences envers les personnes lorsqu'elles émanaient de fonctionnaires ou d'autres agents publics. Mais il s'agissait d'une infraction autonome, punissable seulement en l'absence de motifs légitimes. Réunissant l'ensemble des violences occasionnelles dans une même série de dispositions, le législateur a voulu marquer l'interdit de la violence, quelles que soient les circonstances de sa commission. Les agents publics sont punissables au même titre que tout autre citoyen. La violence exercée par eux n'a pas de nature spécifique, mais le législateur, présumant que le statut de l'auteur a facilité ces agissements, sanctionne aujourd'hui cet abus en aggravant la peine prévue lorsqu'hier encore, il prévoyait une exception propre à éviter la condamnation pénale de l'agent. 56. Ainsi,
Le personnel soignant ou éducatif encourt des peines plus sévères dès lors qu'il appartient à la fonction publique. Un infirmier a par exemple été condamné pour violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours, commise sur des personnes dont la particulière vulnérabilité était apparente ou connue, par une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Même dans ce qu'il est convenu d'appeler le secteur privé et associatif, nombreux sont les établissements qui, en recevant une habilitation, se trouvent chargés d'une mission de service public. Leur personnel est donc susceptible d'être attiré dans le champ d'application d'une telle circonstance aggravante, à moins que le juge ne préfère porter l'accent sur le lieu même de la commission de l'infraction. En effet, la loi du 17 juin 1998 a introduit une nouvelle circonstance aggravante en cas de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, art. 222A12 du Code pénal, voire même en l'absence de toute incapacité de travail, art. 222A13, lorsque celles-ci sont commises à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif. 57. Pourtant, les juges ne semblent pas user des possibilités offertes par ces circonstances aggravantes, et, face à des salariés du secteur habilité, ils se contentent d'aggraver la peine en établissant le caractère connu ou apparent de la particulière vulnérabilité de la victime. Malgré tout, la circonstance aggravante d'autorité publique, prévue quel que soit le résultat de la violence pourvu qu'elle demeure occasionnelle, permet de souligner encore la différence de nature existant entre les violences occasionnelles et les violences habituelles, de même que l'indépendance de leurs incriminations respectives. Il n'en demeure pas moins que certains paramètres laissent entrevoir une possible assimilation entre violence et violence habituelle. Paragraphe 2. Les paramètres d'une assimilation possible. 58. La comparaison des sanctions prévues en cas de violence habituelle d'une part, et en cas de violence ordinaire commise avec des circonstances aggravantes d'autre part, est riche d'enseignements. Lorsque la victime est mineure de 15 ans, les peines encourues en présence de violences habituelles ou dans l'hypothèse de violences commises par une personne ayant autorité sur elle sont strictement identiques à résultat équivalent. Au regard du quantum de la peine, l'une ou l'autre incrimination pourra donc être indifféremment utilisée. 59. En revanche, des différences peuvent être relevées lorsque la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur. En effet, le cumul de circonstances aggravantes aboutissant à la peine prévue en cas de violence habituelle n'était pas envisagé par les articles du Code pénal, dans leur rédaction issue de la réforme du 22 juillet 1992. En présence de violences habituelles, les circonstances aggravantes, de vulnérabilité de la victime, d'auteur dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, de pluralité d'auteurs, etc., pouvaient intervenir tour à tour et entraîner une sensible aggravation de la répression. Mais leur cumul éventuel demeurait indifférent. La situation reste identique pour les violences les plus graves, mais la loi du 22 juillet 1996 a complété les dispositions prévues aux articles 222A12 et 222A13 du Code pénal pour aggraver davantage les violences ayant entraîné une incapacité de travail lorsqu'elles sont commises dans 2 ou 3 des circonstances aggravantes, prévues aux 1 degré à 10 degrés des articles précités. Ainsi, par exemple, en l'hypothèse de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, la peine encourue en présence de violences habituelles sur une personne vulnérable sera de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende, alors que des violences occasionnelles seront sanctionnées par 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de vulnérabilité reconnue de la victime, par 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende si l'auteur de ces violences est chargé d'une mission de service public, et par 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende si, en outre, elles ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. En d'autres termes, en présence d'une victime particulièrement vulnérable, l'auteur de violences habituelles encourt toujours, en principe, une peine plus lourde que celui qui a commis des violences occasionnelles entraînant un dommage équivalent sur la santé de la victime, sauf en cas de violence délictuelle résolument institutionnelle, auteur chargé d'une mission de service public ayant agi de concert. Seul le cumul de 3 circonstances aggravantes,
en cas de violence ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à 8 jours, permet de punir plus sévèrement l'auteur de violence occasionnelle que celui de violence habituelle. Reste qu'eu égard à la peine encourue, et selon les circonstances, une certaine assimilation paraît possible entre violence et violence habituelle. 60. Partant, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut déclarer que la peine retenue par les juges du fond est justifiée si une erreur éventuelle de qualification peut être réparée par substitution de motif. Lorsqu'un pourvoi est formé contre un arrêt de condamnation, la chambre criminelle peut en effet substituer un motif légal au motif erroné et déclarer justifier le dispositif de l'arrêt, dans la mesure où la peine prononcée correspond à celle que les juges du fond auraient pu prononcer si l'erreur avait été évitée. Effectivement, l'influence d'une erreur sur la qualification de la violence ou d'une circonstance aggravante de celle-ci, sur l'appréciation de la peine prononcée contre l'agresseur est douteuse lorsque la disqualification opérée ne change pas la limite maximale de la peine encourue. Ce sera toujours le cas en présence de violences habituelles ou non commises par un ascendant ou une personne ayant autorité sur sa victime mineure de 15 ans. Ce sera parfois le cas en présence d'une victime particulièrement vulnérable. Qu'elle soit occasionnelle ou habituelle, la violence constituée par une atteinte physique a une vocation particulière au caractère institutionnel dans la mesure où elle peut aisément s'inscrire dans un système éducatif, thérapeutique, visant la sécurité des usagers ou autres, plus ou moins appliqué et accepté par l'ensemble ou la majorité du personnel d'un établissement. Aussi, quand un professionnel est mis en cause, la réaction traditionnelle pour tenter d'écarter la sanction pénale qui semble se profiler, consiste à invoquer un fait justificatif. La démonstration de son existence fait en effet obstacle à la qualification des violences. Section 2. Les obstacles à la qualification des violences. 61. Lorsqu'il existe un fait justificatif, la responsabilité pénale de l'auteur disparaît non pas directement, mais en conséquence de la non-application du texte de loi, par la suite des circonstances particulières qui ont entouré la commission de l'acte. Le fait justificatif traditionnellement invoqué par les professionnels en cas de violence institutionnelle tient dans la nécessité d'éduquer, de soigner ou de protéger les plus faibles. Il est nécessaire d'analyser les fondements de ces faits justificatifs, paragraphe avant d'exposer les critères présidant à leur diagnostic judiciaire, paragraphe 2. Paragraphe 1. Le fondement des faits justificatifs. Les faits justificatifs invoqués en cas de violence en institution procèdent généralement du droit de correction ou d'une nécessité thérapeutique. Or, nulle trace ne peut être trouvée dans la loi de telle cause d'impunité, et depuis la disparition du motif légitime, aucun fait justificatif spécifique n'est prévu par le législateur en cas de violence. Il est donc nécessaire d'apprécier si de tels faits sont susceptibles d'être rattachés à l'un ou l'autre des faits justificatifs généraux, prévus par le Code pénal. Pour mener à bien cette analyse, il a semblé opportun de rappeler rapidement quel est le fondement théorique de la justification A, avant d'en exposer ses causes, B. A. Le fondement de la justification. Traditionnellement, il existe deux conceptions de la justification proposant des explications susceptibles de motiver l'impunité de l'auteur de l'acte justifié. L'une est subjective, l'autre se veut objective. 62. La conception subjective, minoritaire, s'appuie tantôt sur la notion de motif légitime, tantôt sur la contrainte. Comme le souligne M. Apchi, les partisans de cette conception partent tous d'un même point de vue. L'impunité que la loi assure en matière de justification se fonde sur des considérations d'ordre psychologique. Les partisans du motif légitime désignent sous ces termes tous les cas dans lesquels l'intérêt personnel à agir révèle l'absence de nocivité de l'agent, mais cette approche a perdu de sa force et de son intérêt avec l'avènement du nouveau Code pénal et la suppression de l'article 186. Pour M. Dana, les faits justificatifs correspondent tous à l'expression de la contrainte. Selon cet auteur, privant l'individu de sa liberté de vouloir, la contrainte agit soit directement, soit indirectement. Dans le premier cas, elle oblige la personne à subir la situation qu'elle engendre. Ainsi en est-il en ce qui concerne l'obligation de subir l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Dans le second cas,
La contrainte oblige celui qui la supporte à choisir l'accomplissement de l'acte qu'on lui reprochera. Tel serait donc le cas de la légitime défense et de l'état de nécessité. 63. Mais la conception subjective méconnaît la nature même du fait justificatif. C'est pourquoi la doctrine majoritaire est attachée à une conception objective de la justification. Cette dernière affirme que l'élément légal de l'infraction se trouve neutralisé et explique tantôt ce phénomène par la notion d'utilité sociale, tantôt par la référence à la conformité de la loi, voire par le défaut de trouble social. Sans être fausse, la première de ces explications souffre d'un manque de précision, mais surtout elle ne permet pas d'expliquer l'application du fait justificatif en présence d'un acte socialement indifférent. La conformité à la loi se fonde sur le constat qu'il serait illogique de reconnaître à la fois l'existence d'un droit ou d'un devoir, et d'incriminer le comportement qui en résulte. La principale critique tient ici dans le fait que les actes prévus par le législateur lui-même ne sont pas seuls susceptibles d'être considérés comme conformes au droit. L'effet créateur de la jurisprudence, notamment en matière d'état de nécessité, en atteste. La théorie qui se fonde sur le défaut de trouble social repose sur les postulats tenant d'une part dans le fait que le principe essentiel du régime juridique est la protection des valeurs sociales, d'autre part dans celui qu'U', en principe complète, cette protection de la valeur sociale ne peut être absolue. C'est pourquoi certaines valeurs sociales entrent parfois en conflit. Selon M. Apchy, toute incrimination pénale s'explique par le fait qu'un trouble social s'est concrétisé par une atteinte à une valeur sociale protégée. Force est alors de constater que l'absence de ce trouble social doit aboutir systématiquement à l'absence de justification pénale. Ainsi se résume sa pensée. Quand il y a trouble social, il y a incrimination. Quand celui-ci fait défaut, il y a justification. 64. L'adoption, comme fondement de la justification, de la compatibilité de l'acte avec la valeur sociale protégée peut être source d'incertitude dans la mesure où cette valeur n'est pas toujours clairement désignée par le législateur. Cependant, cette conception objective de la justification présente l'avantage d'inviter à une interprétation abstraite, cohérente et évolutive de la loi, propre à éviter une appréciation sclérosée des faits justificatifs. Or, les rédacteurs de l'actuel code pénal ont eux-mêmes expressément admis des causes objectives d'irresponsabilité pénale initialement dégagées par la jurisprudence. B. Les causes de la justification. 65. Au titre des causes objectives d'irresponsabilité, les articles 122A4 à 122A7 du Code pénal envisagent l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense et l'état de nécessité. Les faits justificatifs invoqués par les prévenus en cas de violence en institution procèdent généralement du droit de correction ou d'une nécessité thérapeutique. Ni la légitime défense, qui suppose une agression préalable, ni le commandement de l'autorité légitime, qui implique un ordre donné par un agent investi d'un pouvoir de puissance publique, ne semblent correspondre à de tels faits. Il est donc nécessaire d'envisager leur rattachement éventuel à la permission de la loi, ou à l'état de nécessité. 66. Fondé sur la coutume pour les uns 280, ou sur une permission implicite de la loi civile, autorité parentale, droit et devoir d'éducation, pour les autres, le droit de correction traditionnellement attribué aux parents et aux maîtres, impliquant le recours éventuel au châtiment corporel, n'est plus que difficilement reconnu par la jurisprudence comme susceptible de justifier l'irresponsabilité pénale de l'auteur de violence. Pour autant, son fondement ne pose aucune difficulté majeure. La permission de la loi, au sens strict ou au sens large, telle qu'elle découle de l'article 122A4 du Code pénal, est ici la cause de la justification envisageable. 67. La réforme de l'autorité parentale opérée par la loi du 4 mars 2002 devrait inciter à davantage de sévérité vis-à-vis des auteurs de violences commises sur les enfants. L'ancien article 371A2 du Code civil précisait « L'autorité appartient au père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité à l'aile. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation à l'. 2. » Le nouvel article 371A1 du Code civil définit désormais l'autorité parentale comme un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Cette mention appuyée de l'intérêt de l'enfant et du respect dû à sa personne, conforme à l'esprit et au texte de la Convention internationale des droits de l'enfant, met en exergue le souci grandissant de protection de l'enfant sujet de droit, et plus seulement objet d'autorité, et l'évolution des mentalités qui s'est fait jour. Le troisième alinéa de l'article 371A1, en évoquant l'obligation de dialogue instaurée entre les parents et leur enfant, conforte le changement de ton et de regard adopté par le législateur. Qu'il semble loin les droits et devoirs, de surveillance et d'éducation, dont les auteurs tiraient la permission implicite du droit de correction manuelle. Plus que jamais, la notion d'intérêt de l'enfant est la pierre angulaire de l'autorité parentale. Elle en est à la fois la condition, le critère, la mesure et la fin, 290. 68. Malgré tout, si encore aujourd'hui les violences les plus légères commises sur des mineurs peuvent être justifiées au regard de l'article 122A4 du Code pénal, le fondement du fait justificatif tiré de la nécessité thérapeutique ou de sécurité, souvent invoqué par l'auteur de violences commises sur des personnes vulnérables, semble plus incertain. Les termes employés dans les arrêts peuvent évoquer l'état de nécessité, fait justificatif prévu à l'article 122A7 du Code pénal. Cependant, celui-ci ne pourrait être retenu qu'à titre exceptionnel, individuel et temporaire pour éviter qu'une personne ne soit dangereuse pour elle-même ou pour autrui 294. Dans ce cas, le danger devrait être actuel ou imminent. Or, il paraît difficilement envisageable, pour une institution ayant en charge des personnes particulièrement vulnérables, de justifier des actes de violence habituels en invoquant la régularité, ou simplement le caractère fréquent d'un danger imminent. Cela reviendrait à reconnaître l'incompétence du personnel, ou le caractère inadapté des structures, l'insuffisance des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des pensionnaires. L'état de nécessité doit être un état de nécessité véritable, et non de simple commodité. Cela signifie qu'il ne peut être invoqué en présence d'une solution alternative moins dommageable pour la victime, mais plus contraignante pour les professionnels. 69. La jurisprudence, peu abondante en matière de violences habituelles commises sur des personnes vulnérables, met en relief tantôt le défaut d'interdiction par les textes légaux ou réglementaires des méthodes employées et l'autorisation tacite qui en découlerait, tantôt les usages et les obligations médicales. Ainsi, comme en matière de droit de correction, la permission de la loi fonderait le fait justificatif dit de nécessité thérapeutique ou de sécurité. S'il est heureux qu'aucun texte n'autorise expressément les pratiques violentes envers les personnes âgées, handicapées ou mineures, il n'est pas évident pour autant que le silence de la loi vaille tacite autorisation, mais les juges apprécient concrètement le comportement des professionnels qui prennent en charge les personnes vulnérables 298. 70. Les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ont précisé à l'occasion de l'affaire Erceg-Falvi qu'il appartient aux autorités médicales de décider sur la base des règles reconnues de leur science, des moyens thérapeutiques à employer, au besoin par la force 300. Mais l'incompétence scientifique alléguée par les juges ne limite pas pour autant leur compétence en ce qui concerne les conditions d'administration du traitement. Ainsi, quel que soit le fait justificatif invoqué, son existence est une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond. La justification est possible pour certains actes, lesquels commis dans certaines circonstances deviennent compatibles avec les valeurs sociales protégées par les textes pénaux. Les juges devront apprécier son effectivité, autrement dit, il leur revient d'établir le diagnostic judiciaire du fait justificatif. Paragraphe 2. Le diagnostic judiciaire du fait justificatif. Lorsque le fait justificatif invoqué est tiré indirectement d'une permission de la loi, il revient naturellement à la jurisprudence de dégager les caractéristiques de la violence justifiée, a. Cette dernière est aujourd'hui appréciée au regard de l'exigence de respect de la dignité humaine, b. a. Les caractéristiques de la violence justifiée. La spécificité de la violence physique parfois exercée en institution ne tient pas dans un quelconque changement de ses éléments constitutifs,
mais dans l'existence éventuelle de faits justificatifs pouvant faire obstacle à la qualification pénale. Ainsi, le droit de correction, 1, est le plus souvent invoqué pour justifier des violences occasionnelles alors qu'une nécessité thérapeutique ou de sécurité sert parfois d'écran à des violences habituelles, 2. 1. Les conditions d'existence du droit de correction. 71. Pas plus que l'ancien code, le Code pénal de 1994 ne souffle le mot du droit de correction traditionnellement invoqué par les parents et éducateurs auteurs de violences sur des mineurs, laissant à la jurisprudence la tâche d'en définir le contenu et les limites. Celle-ci estime généralement que la réaction de l'auteur face à l'incitation justificative, quelle qu'elle soit, doit être à la fois nécessaire et mesurée. Aussi, pour être justifiée, la violence ne doit pas entraîner de conséquences graves pour le mineur qui l'a subie. Elle se doit d'être inoffensive a. Mesurée b. et d'avoir pour finalité l'éducation de l'enfant c. a. Une violence inoffensive. 72. En 1819, la Cour de cassation reconnaît la légitimité du droit de correction, mais elle refuse aux parents le droit d'exercer sur leurs enfants des violences ou des mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur santé en péril. Dans les décisions ultérieures relaxant des parents ou des maîtres d'école ayant usé de châtiments corporels, les juges ont pris soin de préciser que l'enfant n'avait subi aucun dommage corporel 305. Dès lors qu'un dommage peut être établi, la jurisprudence écarte la possibilité d'un quelconque droit de correction 306. Les atteintes à l'intégrité physique du mineur ne sont plus tolérées. Il ne s'agit donc pas d'assimiler systématiquement les violences légères au droit de correction. Celle-ci étant définie comme celle qui n'entraîne aucune incapacité de travail, la limite posée par la jurisprudence au droit de correction manuel toléré pour les enseignants et les éducateurs se trouve en deçà du critère permettant la qualification de violence légère dans la plupart des cas. Non seulement la moindre incapacité totale de travail exclut le jeu du fait justificatif tiré du droit de correction, mais en outre, l'absence d'incapacité de travail ne garantit pas son efficacité. La difficulté rencontrée dans certaines situations, handicap lourd, très jeune âge de l'enfant, etc., pour apprécier l'incapacité totale de travail n'est pas un obstacle à la condamnation de l'auteur, d'autant que l'absence d'incapacité de travail n'autorise pas le recours systématique à la notion de droit de correction pour permettre sa relaxe. La jurisprudence accepte de reconnaître une certaine utilité à la violence exercée par le titulaire de l'autorité parentale, ou par un éducateur à condition que celle-ci ne soit utilisée que de façon très mesurée. b. Une violence mesurée. L'exigence de modération a été posée très tôt par les juges du fond. Elle implique rareté, alpha des actes et proportionnalité bêta, entre la faute commise et la réponse apportée. Alpha rareté. 73. En 1885, un tribunal de police indiquait que des faits qui, pris isolément, pouvaient ne pas outrepasser les limites de la correction autorisée, constituaient la contravention de violence légère lorsqu'ils étaient répétés. De même, plus récemment, la jurisprudence a précisé que les châtiments corporels ne pouvaient se concevoir qu'exceptionnellement, et qu'en aucun cas ils ne pouvaient être érigés en système d'éducation de l'enfant. Néanmoins, lorsque les violences exercées n'entraînent aucune conséquence corporelle pour l'enfant, les juges du fond se montrent parfois cléments envers l'enseignant qui pourtant semble avoir pris l'habitude de distribuer des gifles. Malgré tout, dans cette matière, la jurisprudence française semble plus stricte que celle de la Cour européenne des droits de l'homme qui admet éventuellement l'application d'une correction corporelle, dès lors qu'elle n'atteint pas un certain seuil de gravité et respecte les principes de personnalité et de légalité des peines. Cependant, la Cour de Strasbourg n'admet pas le recours systématique ou immodéré au châtiment corporel et l'assimile parfois à un traitement inhumain et dégradant. Bêta proportionnalité. 74. Les juges français exigent que la réponse violente de l'enseignant soit proportionnée à la gravité de la faute de l'élève ou du trouble causé par lui. L'appréciation de ce rapport est une question de fait. Il a donc par exemple été jugé que ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 122A4 du Code pénal, des coups de balai très appuyés sur le dos d'un enfant, donnés par une assistante maternelle professionnelle, ni de fortes gifles données par un instituteur, ni le fait de pincer très fortement les oreilles d'un élève.
Les juges sont évidemment attentifs à l'attitude de l'enfant, indiscipline, agressivité, violence, grossièreté, insolence, et au contexte qui entoure ou précède le coup porté, répétition des faits, sanctions précédentes inopérantes, dynamique du groupe, mais ils se préoccupent également de l'âge et de l'état de santé ou du handicap éventuel du mineur victime de la correction. 75. Cette proportionnalité reste cependant toute relative, car l'éducateur qui fait face à un mineur particulièrement violent ne peut prétendre, même au titre du droit de correction, se laisser aller à exercer sur lui une violence de même intensité. La maîtrise de soi et la retenue sont des qualités que l'on est légitimement en droit d'attendre de la part de professionnels. En revanche, lorsque l'adulte est insulté et physiquement agressé, il peut réagir à condition de demeurer dans les limites d'une défense légitime et proportionnée à l'attaque. Ainsi, le professeur d'éducation physique ayant riposté à l'attaque d'une élève qui l'avait insulté en termes grossiers et blessants et avait jeté son cartable dans sa direction, en lui donnant un léger coup de pied sur la jambe, a agi dans le cadre d'une légitime défense. Outre ces conditions qui tiennent à la réalisation matérielle de l'acte violent, la jurisprudence s'est attachée à définir l'état d'esprit de l'auteur excusable. Elle exige qu'il ait agi avec l'intention d'éduquer le mineur. C. Une finalité éducative. 76. La mission éducative sous-tend le droit de correction traditionnellement accordé aux parents, comme aux éducateurs. Selon une jurisprudence bien établie, le délit de violence est constitué lorsqu'il existe un acte volontaire de violence alors même que son auteur n'aurait pas voulu le dommage qui en est résulté. Les juges français nient donc la nécessité d'un dol spécial dans la réalisation de l'élément moral de l'infraction. Dans le même temps, ils s'attachent paradoxalement à relever une intention particulière, celle d'éduquer. En effet, la violence exercée dans le cadre du droit de correction manuel doit être motivée par l'intention d'éduquer, surtout pas par celle de nuire. L'auteur doit agir sans méchanceté et de bonne foi, c'est-à-dire qu'il doit être intimement convaincu qu'il s'agit là du seul moyen efficace pour éviter le renouvellement du fait fautif. Mais ce moyen doit rester celui de la dernière extrémité, et ne doit en aucun cas être revendiqué comme méthode éducative. On voit ici clairement apparaître la notion de réaction nécessaire, commune à tous les faits justificatifs généraux reconnus par le législateur. La nécessité de l'acte sera donc appréciée par les juges. Cette analyse devrait en principe être clairement distinguée de celle de l'élément intentionnel de l'infraction. Pourtant, il sera difficile en pratique de tracer une frontière nette entre la nécessité de la réaction, condition objective du diagnostic judiciaire du fait justificatif, et l'état d'esprit de l'auteur, caractéristique de l'élément intentionnel. 77. S'ils n'ont pas en principe à établir le dol spécial en cas de violence, les juges doivent s'assurer de l'absence de toute intention de nuire lorsqu'ils envisagent de ne pas engager la responsabilité pénale de l'auteur en permettant le jeu du fait justificatif tiré du droit de correction. C'est pourquoi des sentiments de colère ou de rancune doivent demeurer étrangers à l'attitude de l'éducateur. Aussi, le comportement répréhensible du mineur doit-il être contemporain de la réaction. Il doit être actuel par rapport à la riposte. Seule la simultanéité peut excuser un geste violent. 339. L'actualité de la réaction violente et irréfléchie exclut a priori la rancune et le désir de vengeance. Elle montre en général davantage la volonté de poser une limite immédiate face à un comportement inacceptable ou dangereux. Un décalage dans le temps donne à la personne en charge d'une mission éducative le temps de la réflexion, lui permettant de trouver une réponse mûrier et adaptée. L'éducateur qui se montrerait violent malgré ce laps de temps ne pourrait plus arguer du droit de correction. À lui d'imaginer une autre réponse éducative. 78. Pour Madame le professeur Mayer, la nécessité de maintenir l'ordre dans la classe peut parfois primer sur l'intérêt individuel de l'élève indiscipliné, mais l'utilisation du droit de correction par l'enseignant doit demeurer exceptionnelle et mesurée pour sauvegarder l'intérêt collectif de cette même classe. L'intention d'éduquer est ici envisagée dans une acception plus large qui sous-entend qu'une bonne discipline du groupe permet un meilleur apprentissage individuel par chacun de ses membres. L'intention d'enseigner à tous justifie, en cas de comportement inadmissible et répété de la part d'un élève,
l'exercice d'un pouvoir disciplinaire mesuré à l'égard de l'élément perturbateur. Le droit de correction est généralement invoqué pour justifier des violences ponctuelles, mais il peut parfois être mis en avant par l'auteur de violences réitérées. En institution, il n'est pas le seul fait justificatif allégué. Une nécessité thérapeutique ou un objectif de sécurité servent parfois à justifier des comportements violents, particulièrement des actes répétés que l'on pense légitimes ou que l'on cherche à légitimer. 2. Les violences habituelles justifiées. 79. Le caractère habituel des violences défini à l'article 222-14 du Code pénal implique nécessairement la répétition de ces violences accomplies à l'égard d'une ou plusieurs personnes, mais le législateur, en gardant le silence à ce propos, a laissé au juge le soin d'apprécier le nombre d'actes nécessaires. Une jurisprudence aujourd'hui traditionnelle précise qu'il y a habitude dès la commission du second acte délictueux. Si cette solution, largement acceptée par la doctrine, a le mérite de la simplicité, on peut remarquer avec le professeur Pradel qu'elle paraît à la fois sévère et dénuée de souplesse. Dans un arrêt ancien, la Cour de cassation a considéré que l'habitude est une question de fait, relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le deuxième acte délictueux n'entraînerait donc pas automatiquement la constitution d'une habitude punissable, surtout si des doutes surgissent quant à sa légitimité. En réalité, l'infraction d'habitude n'est incriminée qu'à raison du danger social que représente la réitération de certains agissements qui, isolés, n'appelleraient pas de sanction pénale ou conduiraient à une qualification différente, ici celle de violence aggravée. Les juges doivent donc évaluer la dangerosité de l'auteur. Cette analyse impliquant celle du but poursuivi, elle conduira à évaluer la nécessité curative ou de protection mise en avant par l'auteur, A, de même que les circonstances matérielles entourant ces actes, B. A. Une nécessité thérapeutique, de sécurité ou d'éducation. 80. Lorsque dans le cadre institutionnel, un personnel soignant ou éducatif est convaincu d'agir par nécessité thérapeutique ou de sécurité, les juges paraissent moins sévères. Cependant, le 6 août 1997, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi exercé par les responsables d'un établissement hébergeant des personnes âgées, condamnées à 6 mois de prison avec sursis et à une interdiction, pendant 10 ans, d'exploiter ou de diriger un tel établissement pour complicité de violences volontaires sur personnes vulnérables. En l'espèce, les pensionnaires étaient soumis dans une proportion supérieure au tiers, à des mesures de contention qui s'avéraient systématiques de 18h30 au lendemain matin, soit une période de contention forcée d'au moins 12 heures consécutives. La Cour d'appel a précisé que si de tels systèmes ne sont pas interdits par un texte réglementaire ou même mentionnés dans la charte de la personne âgée dépendante, il faut comprendre qu'ils peuvent être nécessaires à titre individuel et temporaire pour éviter qu'une personne ne soit dangereuse pour elle-même ou pour autrui. Les juges semblent donc envisager un état de nécessité, ou une permission de la loi permettant d'éviter la sanction pénale. Néanmoins, en l'espèce, la Cour s'est dit convaincue que ces mesures n'avaient pour but que d'assurer la tranquillité de la direction et du personnel de nuit, en nombre insuffisant, et étaient de nature à aggraver la perte d'autonomie des patients concernés. Une telle contention nocturne imposée sans nécessité thérapeutique ou de sécurité était donc constitutive de violences volontaires. En revanche, la démonstration d'une telle nécessité est propre à rattacher à une valeur sociale protégée un acte qui dès lors devient susceptible de justification. 81. Il faut noter que des actes qui, hors de ce contexte, sembleraient d'une violence inacceptable tant par leur gravité que par leur caractère répétitif, voire systématique, ne sont pas qualifiés de violence habituelle alors que leur caractère habituel est établi, et que les peines prononcées sont sans commune mesure avec celles prévues à l'article 222-14 du Code pénal. Le seuil de tolérance pourrait-il être plus élevé quand il s'agit d'apprécier la légitimité ou la nature habituelle des violences exercées à l'encontre de personnes âgées ou handicapées? L'affirmative serait choquante, car elle impliquerait une différenciation des êtres humains en fonction de la catégorie dans laquelle ils seraient classés. C'est pourquoi, la réponse à cette question est plutôt à rechercher dans l'application d'un fait justificatif éventuel. Une telle éventualité pouvant être remise en cause au vu des circonstances matérielles qui entourent les actes violents,
Il est dès lors nécessaire d'analyser le rapport intensité-fréquence qui s'en dégage. B. Un faible rapport intensité-fréquence. 82. Lorsqu'un fait justificatif est invoqué par l'auteur, il semble que les juges, comme ils le font déjà dans d'autres matières, établissent un rapport intensité-fréquence pour apprécier le caractère habituel des violences exercées. Celui-ci correspond à l'établissement du caractère mesuré de la réaction, susceptible de justification. En cas de violence dite ordinaire ou occasionnelle, on a vu que la jurisprudence reconnaît éventuellement le pouvoir disciplinaire de l'enseignant ou de l'éducateur, si la violence inoffensive est mesurée. Ce terme impliquant rareté et proportionnalité semble nécessaire à un moment donné, compte tenu de l'éducation du jeune mineur. Dans cette hypothèse, la gravité d'un acte unique de violence, en cas d'atteinte corporelle et de conséquences sur la santé de l'enfant, ou son renouvellement suffisent, l'un comme l'autre, à caractériser l'excès exclusif de la justification caractéristique de l'infraction. 83. Ces deux éléments doivent se cumuler pour établir l'élément matériel des violences habituelles. Le constat d'une incapacité totale de travail semble ici indispensable selon la lettre de l'article 222 à 14 degrés du Code pénal, et la fréquence de l'acte sera appréciée par les juges du fond. Quand ce rapport atteint un certain seuil de gravité, le caractère répétitif des violences est pris en compte et le fait justificatif éventuellement allégué est écarté. Puisque la gravité exclut la mesure, elle fait basculer l'intérêt social du côté de la répression. Par ailleurs, pour prendre en compte les circonstances particulières tenant à l'état de la victime, les juges semblent ajouter aux conditions légales de l'incrimination celle de l'établissement de ce rapport. Celui-ci permet d'établir avec certitude l'existence du trouble social implicitement sanctionné par l'incrimination des violences habituelles. Le caractère habituel de la violence étant ici retenu non pas au titre d'une circonstance aggravante, mais en tant qu'élément constitutif de l'infraction, il est intrinsèquement lié à la nature même des violences commises et ne peut s'identifier exclusivement à un simple caractère répétitif. Le législateur n'ayant pas défini les violences habituelles, les juges semblent avoir trouvé dans l'établissement de ce rapport un élément objectif d'appréciation propre à donner de la consistance au terme laconique de l'article 222 à 14 du Code pénal. Ainsi, il n'est pas rare que les décisions mettent en exergue une pluralité d'actes violents sans chercher à les situer dans le temps, ignorant les éventuels intervalles dénués de violence, dès lors que la gravité des agissements est avérée. Pour autant, la chambre criminelle estime le délit de violence habituelle caractérisé dans tous ces éléments. 84. En cas de rapport moindre, la qualification de violence habituelle peut être écartée au profit de celle de violence. Un tel constat a par exemple pu être dressé dans une affaire où l'enseignant avait pourtant pris, semble-t-il, l'habitude de distribuer des gifles à ses jeunes élèves. Dans un arrêt confirmatif, la Cour d'appel d'Angers a excusé les gifles donnés à 2 élèves, sans conséquences corporelles, mais elle a condamné le professeur de collège à 2000 francs d'amende pour violence volontaire, parce que les gifles infligées à une 3e élève sur la figure et sur la tête ont provoqué des blessures à l'œil nécessitant des soins. Pour les juges du fond, le fait justificatif tiré du droit de correction a joué dans les 2 premiers cas, mais la gravité des violences exercées en 3e lieu en a ponctuellement interdit l'application. En l'espèce, le rapport intensité-fréquence a manifestement été insuffisant pour démontrer l'existence de violences habituelles. Si la fréquence des violences semblait établie, leur faible gravité ne pouvait visiblement suffire à anéantir le fait justificatif allégué. L'élément légal de l'incrimination ayant été neutralisé pour 2 des 3 actes initialement envisagés, seule l'infraction de violence aggravée a pu être retenue. De même, un instituteur qui avait l'habitude d'imposer le respect de la discipline à coups de canne, de pied aux fesses, de règles ou en tirant les cheveux de ses jeunes élèves, et qui revendiquait ces méthodes éducatives, n'a été condamné qu'en application de l'article 222 à 13 du Code pénal. Une fois encore, la nature du dommage résultant des violences commises interdisait la qualification de violence habituelle malgré la constance des agissements violents. 85. Il apparaît qu'aujourd'hui les juges du fond sont peu amenés à utiliser l'infraction autonome de l'article 222 à 14 pour protéger les personnes particulièrement vulnérables,
notamment dans le cadre institutionnel. Cependant, on peut espérer qu'ils l'utiliseront davantage dans un avenir proche. Dans l'arrêt du 2 décembre 1998, le visa de la Chambre criminelle de la Cour de cassation citait les articles 222 à 13 et 222 à 14 du Code pénal. La cassation dans le seul intérêt de la loi, donc sans renvoi, n'a pas permis au juge du fond de préciser en l'espèce la qualification qu'il convenait de retenir, mais la Cour de cassation a invité les juges du fond à utiliser l'incrimination de violences habituelles en présence de victimes vulnérables, et à ne plus se contenter de l'utiliser en cas de maltraitance familiale. Il s'agit de tourner la page de l'article 312 in fine de l'ancien Code pénal. La levée du tabou couvrant généralement ce type de violence, conjuguée avec le souci grandissant du respect de la dignité humaine en toutes circonstances, devrait conduire à une évolution sensible de la jurisprudence. En effet, le respect de la dignité humaine compte désormais au nombre des facteurs d'appréciation de la violence. B. La dignité humaine, facteur d'appréciation de la violence. 86. Le critère de justification de la violence ne tient pas seulement au but poursuivi par l'auteur, mais à la nature même de cette violence, laquelle peut en rendre le principe insupportable si elle est contraire à la dignité de la victime. Dans ce cas, un trouble social est constitué, qui justifie la qualification pénale du comportement violent et exclut le principe de la justification. 87. Le législateur français a, comme les conventions internationales, à cœur de changer le regard communément porté sur l'enfant et sur les personnes âgées ou handicapées. Lorsque le Code pénal, avant comme après 1994, sanctionne les violences légères en l'absence de conséquences sensibles sur la santé de la victime, ce ne peut être uniquement comme atteinte à l'intégrité physique de la victime. À travers elle, c'est l'atteinte à la dignité qui est sanctionnée. L'introduction par les lois dites bioéthiques de l'article 16 dans le Code civil interdisant toute atteinte à la dignité de la personne, a donné au Conseil constitutionnel l'occasion d'affirmer que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. 88. La dignité humaine consiste pour toute personne à être reconnue et traitée comme un homme par la communauté des humains. Autrement dit, c'est la désignation juridique de l'humanité de l'homme. C'est pourquoi sera considéré comme une atteinte à la dignité tout ce qui tend à déshumaniser l'homme, en lui déniant sa qualité d'être humain. 378. La protection de la dignité de l'enfant, 1, comme celle des autres personnes vulnérables, 2, incite à porter un nouveau regard sur les violences dont ils peuvent être victimes. 1. Le respect de la dignité de l'enfant. 89. On a longtemps implicitement considéré que la protection de la dignité devait être entendue plus largement pour l'adulte que pour l'enfant. Cette tolérance accrue étant justifiée par les nécessités du développement et de la formation de la personnalité du jeune mineur. La Convention internationale des droits de l'enfant insiste dès son préambule sur la dignité de l'enfant. Dans son article 19, elle demande aux États parties, donc à la France, de prendre toute mesure appropriée pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale. Enfin, elle précise la nécessité de veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain. La Cour européenne des droits de l'homme s'appuie notamment sur cette convention pour condamner des violences aussi graves que dégradantes, perpétrées à l'égard de jeunes enfants. Dans l'arrêt Costello-Roberts, elle a employé à de multiples reprises l'expression « dignité humaine ». Elle s'est notamment référée à l'article 28.2 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Le recours au principe de la dignité humaine, comme critère d'évaluation de la violation de l'article 3 de la Convention dans des affaires de discipline scolaire, peut donc se fonder sur le droit international. 90. En 1981, le tribunal de police de Bordeaux a suggéré que de légers châtiments corporels, n'entraînant aucun dommage corporel, peuvent être acceptables pour de jeunes enfants mais deviennent une atteinte inadmissible à la personnalité de grands adolescents. Il est intéressant de noter qu'en 1819, la Cour de cassation énonçait déjà que le droit de correction ne conférait pas aux parents le droit d'exercer sur leurs enfants des violences mettant leur vie ou leur santé en péril. Mais à l'époque,
Elle soulignait au contraire que ce droit ne saurait être admis surtout contre les enfants qui, dans la faiblesse du premier âge, ne peuvent jamais être coupables de fautes graves. À ce moment-là, le concept de dignité était étranger à toute notion juridique. 91. Lorsque seule l'atteinte à l'intégrité corporelle était protégée, l'âge de l'enfant envisagé comme élément d'appréciation de l'admissible ou de l'inacceptable inversait totalement les références qui ont cours aujourd'hui. Hier, les châtiments corporels étaient d'autant plus difficiles à concevoir qu'ils visaient de jeunes enfants physiquement faibles. Aujourd'hui, ceux-ci paraissent intolérables lorsqu'ils s'exercent sur des adolescents et portent atteinte à leur personnalité. Au-delà du critère de la faiblesse corporelle, l'atteinte morale est désormais prise en compte. En 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation a affirmé que gifler avec force un enfant de 6 ans et surtout l'entraîner dans les toilettes pour lui plonger la tête dans la cuvette avant de tirer la chasse d'eau, constituent des violences qui, par leur nature et par leurs conséquences, dépassent, même en l'absence d'une incapacité de travail, les limites de l'exercice d'un droit de correction. En l'espèce, ce n'est pas l'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique qui a été sanctionnée, puisque la Cour mentionne l'absence d'incapacité de travail, mais c'est plutôt l'atteinte à la dignité qui est ici visée. En effet, la Cour de cassation met en avant, sans les caractériser, la nature dégradante et les conséquences psychologiques de ces violences qui ne semblent pas avoir marqué le corps du jeune enfant. Parce qu'elles portent atteinte à la dignité du mineur, ces violences ne peuvent entrer dans le cadre du droit de correction. Pourtant, cette atteinte n'est pas précisément désignée par la Cour de cassation qui la suggère sans la nommer, mais le respect de la dignité de l'enfant est ici sous-jacent. Force est de constater qu'à cette époque, le principe ontologique de la dignité humaine émergeait peu à peu. 8 ans plus tard, le 2 décembre 1998, la Cour de cassation a clairement affirmé que des traitements dégradants imposés à des êtres humains ne peuvent constituer des mesures éducatives. Dans cette affaire concernant de jeunes autistes, les juges du fond s'étaient crus autorisés à excuser des sanctions telles que des privations de repas, enfermement dans un placard, administration de douches froides et obligation de ramassage d'excréments, en estimant qu'il n'y avait pas disproportion entre les sanctions et la gravité des crises et comportements auxquels elles répondaient. La Cour de cassation, au terme d'une procédure exceptionnelle qui met en évidence l'importance de cette décision, a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Riom pour violation des articles 222-13 et 222-14 du Code pénal, en relevant expressément le caractère dégradant des sanctions imposées. L'atteinte à la dignité a été ici clairement condamnée. Les juges français se sont-ils inspirés de la jurisprudence européenne ? 92. Le droit de correction, parce qu'il se justifie notamment par une mission éducative, évolue nécessairement en même temps que les conceptions pédagogiques, et tend à se vider peu à peu de tout son contenu. La pédagogie actuelle étant fondée sur l'idée que la personnalité de l'enfant ne peut s'extérioriser et s'épanouir que si elle est, dès le début de son développement, accueillie par l'entourage dans sa plénitude, la dignité de l'enfant devient un souci majeur qui induit inévitablement une nouvelle limitation du droit de correction manuel. Ainsi, les idées qui hier encore tendaient à démontrer la nécessité et à asseoir la légitimité des violences légères dans l'éducation de l'enfant, tendent aujourd'hui à interdire ces mêmes violences. Dans l'un comme dans l'autre cas, c'est le développement de l'enfant qui est mis en avant, mais les mentalités ont évolué, permettant un autre point de vue. 93. Reste aux éducateurs à trouver les moyens adéquats pour signifier autrement les limites qui permettent à l'enfant de se structurer, y compris quand ce dernier a grandi sans interdit. Doit-on pour autant en conclure que le droit de correction n'existe plus ? Si la doctrine majoritaire considère comme fort contestable l'extension du droit de correction manuel aux éducateurs, certains auteurs allant jusqu'à affirmer que les décisions qui leur avaient reconnu un tel droit sont anciennes, et n'ont plus aujourd'hui aucune autorité, ou pour le moins que le recours à des violences à titre de mesures éducatives ne trouve plus aucune justification coutumière. Il semblerait que la mort annoncée du droit de correction soit plus lente que prévu. Indéniablement, la jurisprudence se montre à ce propos plus prudente que jamais. Néanmoins, les décisions qui ont souligné qu'aucun prétendu droit de correction ne pouvait être invoqué sont intervenues dans des circonstances particulièrement défavorables pour les prévenus,
où l'abus était manifeste, soit que la violence fut extrême et non mesurée, soit qu'elle fut décalée dans le temps, donc qu'elle eût perdu son caractère nécessaire. Il semble donc qu'un droit de police scolaire, ou pouvoir disciplinaire, n'ait pas entièrement disparu. Celui-ci autoriserait des mesures énergiques mais éducatives, à caractère aussi répressif que préventif, adaptées par conséquent tout autant à la personnalité du sujet qu'au comportement fautif matériellement accompli par lui. De telles mesures devraient aller dans le sens de la mission éducative de l'enseignant, y compris vis-à-vis de l'ensemble du groupe dont il a la charge. 94. S'agit-il d'un simple changement de terme, ou derrière les mots doit-on déceler une réalité autre? Cette évolution semble empreinte du souci actuel de respect de la dignité de l'enfant. Celle-ci pourrait peut-être être comparée à la substitution de la puissance paternelle par l'autorité parentale. Elle signale une transformation lente mais irrémédiable, non dans le sens d'un anéantissement, mais dans celui d'une mutation profonde. Ce n'est pas l'autorité ou la possibilité de sanctionner qui est remise en cause, c'est la sanction qui porte atteinte à l'intégrité physique et morale du mineur. La correction corporelle peut encore être acceptée aujourd'hui, mais les conditions qui l'entourent sont strictes et son usage est plus que jamais contrôlé. En outre, concernant le diagnostic judiciaire d'une violence mesurée et nécessaire, un glissement semble être amorcé du fait justificatif tiré de la permission de la loi vers celui tiré de la légitime défense. Un professionnel ayant pour charge d'éduquer des mineurs n'a plus en principe à user de violence, même légère, pour remplir sa mission éducative, sauf cas strictement nécessaire, et riposte extrêmement mesurée. En revanche, il n'a pas pour autant à se laisser violenter, et en cas d'agression injustifiée commise à son encontre, il peut accomplir un acte commandé par la légitime défense, à condition de justifier d'une riposte proportionnée et nécessaire. Le même type de contrôle s'étend aujourd'hui aux usages et pratiques professionnelles qui ont cours auprès des autres personnes vulnérables prises en charge. 2. Le respect de la dignité des autres personnes vulnérables. 95. La même évolution peut être observée à l'égard des personnes âgées ou handicapées. Depuis une trentaine d'années, des textes sont édictés qui mettent en relief le souci grandissant des politiques comme des professionnels, du respect de la dignité des plus faibles. Certains ont plus de valeur symbolique que juridique. C'est le cas notamment de la Déclaration des droits du déficient mental ou de la Déclaration des droits des personnes handicapées, respectivement proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 décembre 1971 et le 9 décembre 1975, de la Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante établie en 1996 par la Commission droits et libertés, de la Fondation nationale de gérontologie et visée par le ministère du Travail et des Affaires sociales ou encore la Charte de déontologie pour accueil des personnes handicapées dans les structures de vacances et de loisirs non spécialisés. D'autres textes, légaux ou réglementaires, ont davantage de portée, car leur non-respect peut être sanctionné. Outre l'article 16 du Code civil, le Code de la santé publique et le Code de déontologie médicale exigent le respect de la dignité humaine. Par ailleurs, la loi rénovant l'action sociale et médico-sociale du 2 janvier 2002 définit les droits fondamentaux des usagers des établissements sociaux et médico-sociaux, et notamment le droit au respect de la dignité. De même, depuis l'entrée en vigueur de la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002, le Code de la santé publique s'ouvre sur un chapitre préliminaire précisant les droits de la personne dont le second article dispose « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». 96. De même que le juge européen soucieux du respect de la dignité humaine des personnes privées de liberté, y compris par exemple des patients internés dans les hôpitaux psychiatriques, paraît de plus en plus sensible à cette focalisation récente sur la part morale de la violence physique, le juge français utilise timidement, certes, mais irrévocablement la référence à la dignité humaine. C'est elle qui permet au juge d'apprécier un traitement médical, sans forcément remettre en cause son utilité. Le personnel institutionnel doit sans cesse se préoccuper de préserver l'humanité des personnes vulnérables, fussent-elles lourdement handicapées ou cacochimes, et ne pas laisser le confort des professionnels dicter le choix de la pratique mise en œuvre au détriment des pensionnaires concernés. Le ligotage, par exemple,
est parfois nécessaire pour assurer une sécurité momentanée, mais lorsqu'il se prolonge et devient quasiment systématique, il aggrave la perte d'autonomie des personnes qui y sont soumises, dénote un manque d'encadrement des malades ou une attitude démissionnaire de la part du personnel. Des prétextes de gestion administrative peuvent donc fonder dans ce cas une pratique qui ne se justifie plus par l'intérêt des personnes qui y sont astreintes, mais par celui du personnel qui l'utilise. Les personnes vulnérables sont ici déshumanisées et réifiées. Une politique de contention systématique est dès lors attentatoire à la dignité des personnes âgées et ne peut donner lieu à justification. Toute théorie qui se prétend au-dessus des intérêts de la personne vulnérable, considérée en tant que personne humaine et non pas comme individu nommément désigné, contient en germe la violence. 97. Prenons un autre exemple. Pour les professionnels français influencés par la psychanalyse, le comportementalisme incarne aujourd'hui la violence, le sadisme et la perversité, mais dans les années 70 et jusqu'au début des années 90, cette méthode était parfois utilisée auprès d'enfants handicapés. Dans les pays anglo-saxons, la behavior-thérapie a longtemps été considérée comme la plus apte, sinon la seule, à soigner les maladies mentales. Le bâton à vache, instrument provoquant des décharges électriques, était appliqué dans certains États des États-Unis à des enfants autistes et psychotiques, lorsqu'ils faisaient état de stéréotypie ou d'automutilation. L'usage de cet instrument a donné lieu à de vives controverses, mais en 1990, la plus haute instance médicale des États-Unis a finalement admis ce procédé comme étant licite. Les partisans des stimulations aversives, pour combattre l'automutilation ou l'énurésie, utilisent ce bâton dont se servent les éleveurs de bétail pour conduire leurs troupeaux. Ainsi, chaque fois que la personne fait un geste auto-agressif, on lui assène une ou plusieurs décharges électriques, jusqu'à 50 décharges par minute. Le symptôme étant ressenti par l'entourage comme pire que le traitement, ce dernier est considéré comme légitime. De telles pratiques sont sans conteste contraires à la dignité humaine et se verraient à coup sûr, si elles étaient encore pratiquées dans notre pays, sévèrement sanctionnées par les juges français. 98. Une atteinte trop flagrante à la dignité humaine interdit le jeu du fait justificatif fondé sur l'usage de la pratique médicale ou sur la nécessité de sécurité. Tout acte qui comporte en soi une humiliation plus grande que son effet curatif, si tant est qu'on puisse les comparer, est violente, car la nécessité médicale tombe devant l'impératif de protection de la dignité humaine. L'excès ruine la mesure nécessaire et par là même, le caractère proportionné de l'atteinte justifiable. L'atteinte à la dignité humaine de la victime vulnérable participe de l'élaboration du rapport intensité-fréquence permettant d'apprécier l'existence du trouble social sanctionné par l'incrimination des violences habituelles. L'intensité ne vise pas seulement la gravité des conséquences corporelles de la violence exercée, mais elle ressort également de l'atteinte morale qui en découle. Le résultat de la violence est ici appréhendé dans sa plénitude. Ainsi, l'atteinte à la dignité permettant d'écarter le fait justificatif, le texte d'incrimination n'est plus mis en échec et les violences auront ici vocation à être sévèrement sanctionnées. Qu'elles soient qualifiées de violences aggravées ou de violences habituelles, l'auteur risquera la même peine s'il a autorité sur le mineur de 15 ans que s'il a exercé sur lui ces violences de manière habituelle, car la circonstance aggravante d'autorité n'a pas été prévue par le législateur en présence de violences habituelles. En revanche, la peine se trouvera notablement alourdie si, en présence d'une victime vulnérable, la qualification de violence habituelle est préférée à celle de violence aggravée. Mais la pratique judiciaire devra sensiblement évoluer pour que cette hypothèse devienne raisonnablement envisageable. À l'heure actuelle, force est de constater qu'à l'harmonisation voulue par le législateur dans l'incrimination des violences visant les mineurs de 15 ans et les personnes particulièrement vulnérables, répond une pratique judiciaire discriminatoire. D'une part, la qualification de violence habituelle n'est quasiment jamais utilisée en présence de personnes vulnérables. D'autre part, les violences aggravées sont en moyenne moins lourdement sanctionnées lorsqu'elles visent des personnes particulièrement vulnérables plutôt que des enfants de moins de 15 ans. Chapitre 2 : Les atteintes négatives. On l'a posé là, on reviendra le chercher. Ne pas éprouver plus d'inquiétude qu'un objet. Il vit, il se tait.
Et quand au bout d'un temps qu'il ne peut mesurer il cessera enfin d'attendre, Yves aura depuis longtemps cessé de souffrir. Pierre parmi les pierres, mur au milieu des murs, il sera donjon lui-même, chambre jusque dans ses lézardes et ses moisissures, chambre fermée, oubliée, forteresse vide. F. Chandernagor. 101. Les privations de soins ou d'aliments peuvent compromettre la santé de la personne qui les subit. Le résultat est comparable à celui observé en cas de violence physique, mais l'atteinte est ici réalisée par une attitude abstentionniste. Il ne s'agit pas de frapper la victime, il est ici question d'omettre volontairement de lui prodiguer les soins nécessaires. Le corps n'est qu'indirectement atteint, il n'est nullement question d'un contact particulier. C'est pourquoi ces atteintes peuvent être qualifiées de négatives. 102. Le Code pénal a exclu l'infraction de privation de soins et d'aliments de la section consacrée aux violences. Pourquoi l'y classer malgré tout dans ce travail ? Incontestablement, les privations de soins ou d'aliments sont sans rapport avec les atteintes aux droits et libertés de la personne, il était donc impossible de les étudier ensemble. On aurait pu songer à les intégrer dans les atteintes à la dignité, surtout quand il s'agit de privations de soins, notamment d'hygiène, mais le résultat de ces abstentions s'imprime directement sur le corps ou altère la santé de la victime. C'est pourquoi, malgré le choix discutable effectué par le législateur d'isoler ce type de mauvais traitement dans le Code pénal, celui de lui laisser sa place parmi les violences physiques et les atteintes au corps a ici été retenu. L'article 227 à 15 du Code pénal punit le fait par un ascendant, ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de 15 ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé. Par cette incrimination, le législateur a choisi de longue date de sanctionner une abstention dont le caractère fautif découle notamment du rapport étroit existant entre l'auteur et sa victime. La vulnérabilité du mineur de 15 ans et l'autorité de l'agent sont ici les conditions préalables nécessaires à la réalisation du délit, parce que leur réunion crée l'occasion de le commettre. Néanmoins, en matière de privation, les dispositions du Code pénal s'articulent autour d'un double paradoxe. D'une part, le législateur manifeste sa volonté de placer la personne humaine au centre de ses priorités et d'affirmer ses choix notamment dans son organisation, mais il situe les atteintes aux mineurs et à la famille à l'extrême fin du livre I consacré aux crimes et délits contre la personne, juste avant le livre 3 consacré aux crimes et délits contre les biens. D'autre part, si la volonté de protéger les plus vulnérables a été le véritable leitmotiv des travaux préparatoires, la question des privations infligées à des personnes âgées ou handicapées n'est pas même posée. Pour Madame le professeur Rassa, les privations dans le nouveau Code pénal ont un régime juridique nouveau, lacunaire et illogique. Sans être aussi catégorique, nous devons reconnaître le caractère à la fois novateur, mais malheureusement incomplet du régime permettant actuellement de sanctionner les privations dont sont victimes les mineurs et les personnes particulièrement vulnérables. Avant de mesurer le caractère incomplet de l'innovation section 2, il importe d'analyser en quoi consiste la nouveauté section 1. Section 1 – Une incrimination renouvelée. L'article 227 à 15 du Code pénal a élargi le champ d'application des privations de soins et d'aliments, malgré sa persistance à limiter cette protection aux mineurs de 15 ans. Cette incrimination mérite d'être présentée dans sa globalité, paragraphe 1, avant que ne soit précisé le caractère formel ou non de l'infraction, paragraphe 2. Paragraphe 1 – Présentation générale de l'incrimination. 103. Deux conditions préalables sont exigées par l'article 227 à 15 du Code pénal pour la réalisation de l'infraction de privation d'aliments et de soins. L'une concerne l'âge de la victime, celui-ci doit être inférieur ou égal à 15 ans, l'autre intéresse le lien de parenté ou d'autorité existant entre la victime et l'auteur. Ces conditions préalables ont permis au législateur de justifier la place réservée à l'incrimination dans le chapitre consacré aux atteintes aux mineurs et à la famille. Or, l'objectif affiché de cohérence, justifiant l'intégration de l'incrimination de privation de soins ou d'aliments dans le chapitre consacré aux atteintes aux mineurs et à la famille, ne tient pas. Pour assurer une protection réellement efficace et cohérente aux mineurs de 15 ans, et à la personne particulièrement vulnérable censée lui être assimilée,
le législateur aurait logiquement dû rassembler, au lieu de disperser, les infractions ressortant d'une certaine proximité criminologique. Cette unité apparaissait nettement dans le texte de l'ancien article 312 du Code pénal qui, depuis 1898, incriminait indistinctement, dans une même disposition, les violences et les privations sur la personne du mineur de 15 ans. Il est heureux que le législateur ait systématiquement aggravé dans un même mouvement les violences commises à l'encontre de mineurs de 15 ans et celles subies par des personnes vulnérables. Mais dans ce contexte, la dissociation inexpliquée du sort de ces deux catégories particulières de victimes, en cas de privation portant atteinte à leur santé, demeure incompréhensible. Qu'est-ce qui s'oppose à la répression de privations dommageables subies par une personne hors d'état de se nourrir de façon autonome, ou d'assurer seule les soins qu'exige son état? La relation de nécessiteuse dépendance qui l'unit à celui qui la prend en charge est tout à fait comparable à celle qui existe entre un jeune enfant et son ascendant ou celui qui s'en occupe. C'est pourquoi l'exclusion de la victime vulnérable, qu'elle s'explique par une naïveté condamnable, une mauvaise foi manifeste ou une indifférence coupable du législateur, demeure inexplicable et aucune cohérence ne peut décemment être invoquée, sauf à faire totalement abstraction des objectifs de protection des personnes particulièrement vulnérables ostensiblement affichés par le législateur. 104. Par ailleurs, le choix exprimé d'une autonomie répressive un peu trop appuyée pour les privations affaiblit leur incrimination. Comme le souligne justement un auteur, cette séparation met fin au traitement égalitaire dont étaient jusqu'à présent l'objet les faits de coups et blessures ou d'omission d'aliments. Bien que formelle, la dispersion des formes positives ou négatives d'atteinte à l'intégrité physique est symbolique d'un préjugé de discrimination entre elles. L'article 227 à 15 du Code pénal incrimine un fait négatif, une abstention. La privation d'aliments ou de soins, autrement dit, l'insuffisance quantitative ou qualitative de l'alimentation et de la boisson, l'absence d'hygiène ou encore le défaut de traitement médical en cas de maladie. Le législateur semble considérer que de telles privations impliquent un moindre degré de criminalité que des atteintes violentes directement portées à la victime. Son indulgence se manifeste d'ailleurs à plusieurs égards. 105. Tout d'abord, en isolant l'infraction de privation de soins ou d'aliments, le législateur a revu l'échelle des sanctions applicables. Ainsi, de manière paradoxale, les privations de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.